Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte.
Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commandes à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Nous sommes en septembre 1977. Tu joues sur l'une des premières consoles de jeux vidéo sorties en Amérique du Nord. Tu sors et tu vois tout le voisinage qui attend le lancement de Voyager 1. C'est une journée très ensoleillée, alors tu plisses un peu les yeux pour essayer de discerner ce qui se passe. Tu vis dans le quartier juste à côté de la station de lancement. Tu t'achètes à manger et tu regardes le Voyager décoller dans l'espace. Tu es tellement impressionné que tu décides de faire carrière à la NASA. 35 ans plus tard, tu es maintenant un haut fonctionnaire de la NASA, spécialisé dans la sonde Voyager 1. Nous sommes en 2012 et tu es assis dans la salle de contrôle avec tes collègues. Tout le monde regarde fixement son écran d'ordinateur en travaillant sur la sonde.
Tu es assis en haut, surveillant tout et t'assurant que les systèmes sont en ordre. Ce jour est spécial car Voyager 1 est sur le point de sortir de l'héliosphère, qui est un mot scientifique pour désigner l'enveloppe extérieure de notre système solaire. C'est une bulle d'espace affectée par le vent solaire qui provient de notre astre. En 2021, la sonde s'est éloignée de 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui équivaut à 153 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À l'origine, l'engin devait passer par Uranus, Saturne et Jupiter, et se projeter d'une planète à l'autre grâce à leur force gravitationnelle. Tout le monde attend impatiemment qu'ils sortent de l'héliosphère. 3, 2, 1, et il est officiellement sorti. Tous les systèmes fonctionnent correctement. Tu félicites ton équipe d'avoir fait un excellent travail. Avec Voyager 1 qui est allé si loin, il y a encore des tonnes d'endroits à explorer dans l'espace. Tu étais autrefois un jeune adulte qui regardait le lancement du vaisseau à l'extérieur de ton quartier et maintenant, tu es le principal responsable des opérations. 9 ans plus tard. Depuis que Voyager 1 a quitté l'héliosphère, tu le surveilles de temps en temps pour t'assurer que tous les systèmes et fonctions soient en ordre. Il a renvoyé des mesures du milieu interstellaire. Il s'agit de la zone située entre les étoiles de notre galaxie, composée de matériaux ionisés, c'est-à-dire plus simplement de molécules ou de substances. Le milieu interstellaire est un état de plasma chargé électriquement, ou plasma ionisé, et il est très instable. C'est comme passer d'un orage fort à une petite pluie calme en quelques secondes. Le plasma là-haut est différent du plasma sur Terre, dans le sens où il est difficile à filtrer. Il y a environ 1 atome par centimètre cube dans le milieu interstellaire. L'air que nous respirons sur Terre contient des milliards d'atomes. En mesurant le plasma dans le milieu interstellaire, nous pouvons mieux comprendre le comportement et la structure des produits chimiques et des gaz. Il est possible que l'oxygène que nous respirons sur Terre soit différent de celui de l'espace interstellaire. L'une de tes principales tâches est d'en apprendre davantage sur la façon dont le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent entre eux pour créer l'héliosphère. Après avoir effectué des vérifications de routine et d'autres travaux d'entretien sur Voyager 1 depuis la salle de contrôle, tu remarques quelque chose d'étrange à l'écran. Tu es assis devant l'ordinateur, tu tritures les chiffres des vibrations du plasma et tu les convertis en un fichier audio d'environ 3 kHz. Tu cliques dessus et tu écoutes un bourdonnement subtil et étrange. Ton équipe et toi êtes surpris que ces vibrations se soient produites à une si petite fréquence. Étant donné que l'espace est massif, cela pourrait signifier la présence de vie sur d'autres planètes. Tous les autres membres de la station se précipitent dans la salle de contrôle pour écouter ce son venu de l'espace. Il est monotone et faible, mais il provient sans aucun doute de l'extérieur de l'héliosphère. Tu vérifies les chiffres encore et encore pour t'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Mais c'est bien réel. Tu t'assures que ton équipe ne révèle rien à personne de l'extérieur avant que tout ne soit clairement déterminé. Tu passes en mode bourreau de travail et tu essaies de capter le son à nouveau. Et il est encore là. Tu n'arrives pas à dormir car tu réfléchis à ce qui pourrait produire ce bourdonnement. Quelques jours passent et le son est assez constant. S'il y avait une vie là-bas qui essayait de communiquer avec toi, alors elle aurait sûrement dit quelque chose qui puisse être déchiffré. Tu analyses à nouveau les fichiers audio en essayant de voir s'il s'agit d'une langue phonétique que tu ne connais pas. Tu fais appel à une linguiste pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Ton équipe et toi vous rassemblez autour d'elle, attendant impatiemment des réponses. Au bout d'un moment, elle pense qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui communique avec nous. Mais la seule façon de le savoir est de leur renvoyer quelque chose. Tu organises une réunion avec ton équipe et tu essaies de trouver quel message vous pourriez envoyer. Après avoir beaucoup réfléchi et bu beaucoup de café, tu décides de leur envoyer la phrase suivante « Qui êtes-vous » Tu envoies le signal par l'intermédiaire de Voyager 1 et tu attends tout changement dans le bourdonnement. Mais tu ne reçois rien dans l'immédiat. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Tu attends toute la nuit et toujours rien. Tu commences à croire qu'il n'y a rien là-bas. Pendant les 2 jours suivants, tu continues d'envoyer des phrases à la recherche d'une réaction à capter. Comme l'espace est un vide, les ondes sonores ne peuvent pas s'y déplacer. Donc envoyer des messages vocaux sur un haut-parleur géant ne fonctionnerait pas. Tu localises la source du bourdonnement et la vises quand tu envoies le fichier audio.
Chaque jour, tu envoies quelque chose de différent. Malgré tout, tu n'as aucune nouvelle d'eux pendant une semaine. Il semble que la vie intelligente dans un monde lointain ne soit pas réelle. Les zones situées entre les systèmes stellaires d'une galaxie ne sont pas nécessairement un vide complet. C'est là que se trouve le milieu interstellaire. Il contient des gaz, de la poussière et des rayons cosmiques qui sont des particules d'énergie. Après de nombreux mois d'enregistrement de ce bourdonnement constant, tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe. Tu es assis là, te rappelant le moment où la sonde Voyager a été lancée pour la première fois. Tu te souviens avoir couru dehors après avoir joué à tes jeux vidéo. Tu ne pouvais pas voir correctement à cause du soleil et... Tu te fiches sur place et tu as un éclair de génie. Tu consultes tes notes prises dans le passé. La réponse était sous tes yeux pendant tout ce temps. De temps en temps, le Soleil envoie une explosion d'énergie qui fait vibrer le plasma de l'espace interstellaire. Les scientifiques peuvent mesurer la fréquence des ondes lorsque le plasma vibre pour montrer à quel point elles sont proches les unes des autres. Et le jour où le bourdonnement a été émis, il y avait des fréquences irrégulières provenant du Soleil. Donc ce bourdonnement pourrait être le plasma vibrant de façon bizarre à cause des éruptions solaires. Mais ces vibrations à basse fréquence durent plus longtemps que ces sauts et ces pics rapides. Elles sont aussi plus faibles. Tu refais les tests et tu découvres que ce ne sont pas des formes de vie intelligentes qui essaient de te parler. Ce sont les petites vibrations causées par les éruptions solaires. Tu informes ton équipe de cette percée et tout le monde fait la fête. Mais après tous ces tests et toutes ces recherches, tu ne sais toujours pas pourquoi le plasma du milieu interstellaire vibre de cette façon. Ces réponses devront attendre. 2027. Cela fait 50 ans que Voyager 1 a été lancé. Tu as maintenant un âge avancé et tu viens de prendre ta retraite de la NASA. Tu as créé de nombreuses bourses d'études à ton nom et des programmes pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur l'espace et la science. Tu retournes une fois de plus dans la salle de contrôle où tu pensais avoir découvert une vie intelligente sur un monde lointain. Puis tu te souviens de tous les bons moments que tu as passés. Tu dis au revoir à tout cela en sachant que ce sont les derniers moments de Voyager. La sonde a été conçue pour durer jusqu'à 50 ans. Après cela, elle ne sera plus qu'un objet flottant dans l'immensité de l'espace. C'est déjà surprenant de savoir que c'est l'objet humain le plus éloigné de nous sur Terre. Mais il est temps de laisser d'autres personnes prendre ta place. Tu éteins les lumières et tu fermes la porte. La sonde Voyager émet un dernier bip avant le silence éternel. Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage. Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'ils faisaient erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même. Elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça.
mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2. Qui, soit dit en passant, avait été envoyé dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyager. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas.
Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Susan Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyager 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyager n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyager 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyager. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyager 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyager 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire.
Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores.
Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois? C'est bien une preuve, hein, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange.
Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups! Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage.
Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques, de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite partie vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés.
Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs d'Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche.
Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996,
Cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. En septembre 1859, les scientifiques observèrent une grande éruption solaire pour la première fois. Le Soleil projeta dans l'espace d'énormes quantités de radiation, d'énergie et de matière plasmatique. Cette catastrophe fut considérable et dévastatrice. Mais elle se produisit à une distance de 150 millions de kilomètres. Elle ne posa donc probablement pas de problème majeur. Vous croyez? Nous allons voir ça. Quelques heures après la détection de l'éruption, les lignes télégraphiques cessèrent de fonctionner dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Certaines d'entre elles produisirent des étincelles et provoquèrent des incendies. Les gens se rendirent alors compte que le Soleil n'était pas seulement une source de lumière et de chaleur, mais qu'il représentait aussi un danger. Les scientifiques ont donné à ce jour le nom d'événement de Carrington. La bonne nouvelle, c'est que cet événement s'est produit au milieu du 19e siècle et qu'il n'a pas causé de graves problèmes pour la planète. La mauvaise nouvelle, c'est que les scientifiques prévoient qu'en 2025, la Terre connaîtra des tempêtes solaires encore plus puissantes causées par une éjection de masse coronale. Il s'agit d'un nuage géant de plasma ou de gaz chargé. En une seule fois, le Soleil peut projeter dans l'espace des milliards de tonnes de ce matériau qui, ensuite, s'envole à très grande vitesse. Une partie de ces matériaux peut atteindre notre planète en 15 heures, le reste en quelques jours. Sur son chemin, l'éjection capte et accélère toutes les particules chargées rencontrées, ce qui augmente son intensité et sa puissance. Enfin, cet irrésistible concentré d'énergie s'écrase sur notre planète. Elle réchauffe les couches supérieures de l'atmosphère, augmente son épaisseur et perturbe le travail des satellites. Ils ralentissent et perdent de l'altitude. Nos communications avec les satellites deviennent instables. Les GPS se dérèglent, les données sont mal transmises. De plus, le gaz chargé par le Soleil pénètre dans nos réseaux électriques, nos transformateurs et nos stations. Cela entraîne des pannes massives qui compromettent le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne technologique. Une puissante attaque solaire sur plusieurs centrales électriques peut déclencher une panne de courant totale dans une grande ville. L'Internet, les téléphones, les services sociaux, les réseaux, plus rien ne fonctionne. Nous risquons de ne plus être en contact les uns avec les autres.
De nombreuses grandes entreprises font faillite et la planète risque de connaître de graves crises économiques. Ce sont là d'immenses problèmes, mais ce ne sont pas encore les plus graves. Les centrales électriques alimentent les chaufferies et les stations de pompage d'eau. Les tempêtes solaires pourraient empêcher l'eau d'arriver jusqu'à nos foyers. Sans argent liquide, impossible de faire ses courses dans les magasins. Bien sûr, tout cela peut être rétabli, mais pas avant d'avoir vécu quelque temps à l'âge de fer. Mais le pire, c'est qu'une tempête solaire prolongée peut suspendre la production alimentaire. Par exemple, cette année, une tempête géomagnétique a mis hors service les satellites GPS qui sont reliés aux tracteurs modernes, de sorte que les agriculteurs n'ont pas pu travailler. Que se passerait-il si de telles tempêtes se produisaient tous les jours pendant un an? Nous commencerions probablement à manquer de nombreux articles dans les supermarchés. La navigation maritime dépend également des satellites. Grâce à eux, les navires calculent la latitude et la longitude de leur position. Si les satellites sont endommagés, les navires peuvent se perdre dans l'océan. Même les baleines se perdent lors d'orages magnétiques. De nombreux oiseaux s'orientent à l'aide du champ magnétique lors de leur long vol vers le sud. Ainsi, les hommes comme les animaux peuvent être confrontés à de graves problèmes. Les tempêtes solaires réchauffent les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et rendent l'air plus épais. Le mouvement des satellites ralentit à cause de cette résistance de l'air. Ils perdent de l'altitude. L'un de ces satellites est Hubble. Oui, le télescope qui nous fournit toutes ces incroyables images de l'espace. Les scientifiques affirment qu'il tombera un jour en panne à cause des attaques solaires. Vous avez probablement entendu aux informations que l'activité solaire a récemment provoqué des tempêtes électromagnétiques sur Terre. Mais heureusement, cela n'a pas affecté nos vies de quelque manière que ce soit. Le seul problème, c'était les maux de tête, l'hypertension et les sautes d'humeur pendant ces tempêtes. Cela semble banal, mais les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce sujet. Personne ne sait exactement comment et pourquoi les orages magnétiques affectent notre santé. Oui, pendant les orages, l'atmosphère de la planète devient moins dense et cela affecte peut-être notre tension artérielle, tout comme lorsque la météo change. Les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires doivent donc faire très attention. Mais l'effet sur notre système nerveux est, par chance, plutôt insignifiant. Il se peut que les personnes qui apprennent l'arrivée d'un orage magnétique et qui se sentent mal soient en réalité victimes d'un effet placebo. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Toutes ces particules solaires chargées interagissent avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre. Cette interaction est à l'origine des magnifiques aurores boréales. Il est bon de passer un peu de temps loin de ces gadgets et de regarder le ciel de temps en temps. L'une des plus grandes tempêtes s'est produite le 13 mars 1989. Le 10 mars, le Soleil a éjecté un gigantesque volume de plasma coronal. La quantité de ce matériau était équivalente à 36 fois la taille de la Terre. Le nuage solaire volait vers nous à 1 600 000 km/h. Quelques jours plus tard, il s'est écrasé sur le champ magnétique de notre planète. Cette collision a provoqué une tempête géomagnétique. Les gens ont pu observer certaines des aurores les plus lumineuses et les plus belles de l'histoire. Le spectacle s'est produit sur une grande partie de la planète. Mais après cela, les problèmes ont commencé à apparaître. La tempête solaire a été si puissante qu'elle a traversé l'atmosphère et atteint la surface de la Terre. Elle a d'abord perturbé le fonctionnement des satellites, puis endommagé les réseaux électriques. Par exemple, elle a détruit un transformateur dans une centrale nucléaire du New Jersey. Au Canada, les compagnies d'énergie ont cessé de fonctionner en raison de la surcharge des systèmes. En conséquence, environ 6 millions de personnes dans le nord-est de ce pays ont été privées d'électricité pendant 9 heures. Ce fut la plus grande panne d'électricité causée par une tempête géomagnétique. Certes, il y a eu des tempêtes plus puissantes au milieu du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais la planète ne dépendait pas autant des réseaux électriques à l'époque. Des tempêtes plus violentes encore pourraient se produire en 2025. La question est de savoir si nous serons prêts à y faire face. Une étude attentive de l'activité solaire peut nous aider à nous préparer. Si nous savons à l'avance qu'une tempête est imminente, les scientifiques peuvent théoriquement éteindre certains systèmes et les rallumer par la suite. Si l'activité du Soleil augmente chaque année, nous devrons trouver de nouveaux moyens pour nous protéger. Qui sait ? Peut-être les scientifiques recouvriront-ils tous nos appareils et stations électriques d'une couche de matériaux protecteurs spécial. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour ne pas endommager le champ magnétique terrestre. Car si ce bouclier disparaît, la surface de notre planète ressemblera à celle de Mars. Mais qu'est-ce qui provoque ces tempêtes solaires et pourquoi nous affectent-elles autant ? Imaginez un homme bien coiffé qui va se coucher. Le matin, ses cheveux sont en désordre.
Les champs magnétiques du Soleil ressemblent à ses cheveux ébouriffés. Lorsque le Soleil tourne, ces champs éclatent, s'en mêlent, s'étirent et se déchirent, et ils libèrent d'énormes quantités d'énergie dans l'espace. Ce n'est pas un problème pour le Soleil, car tout cela se rétablit au cours d'un processus appelé reconnexion magnétique. De telles émissions peuvent causer des problèmes aux planètes de notre système. Lorsque la reconnexion magnétique se produit, plusieurs phénomènes peuvent s'ensuivre. L'un d'entre eux, dont vous avez déjà entendu parler, est une éjection de masse coronale. Mais ce n'est pas tout ce que le Soleil fait de terrible. Il y a aussi les éruptions. Imaginez une explosion de rayonnement solaire contenant des ondes électromagnétiques, des rayons X, des radiations et de la lumière visible et ultraviolette. Lors des éruptions, le Soleil libère une énorme quantité de cette énergie destructrice. Elle se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut 8 minutes à cette onde explosive pour atteindre notre planète. Heureusement, ces éruptions ne nous causent que peu de dégâts, car le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent. Les fortes éruptions peuvent perturber les ondes radio dans la haute atmosphère et affecter le fonctionnement des satellites, mais ce n'est pas grave. Un autre phénomène solaire, la tempête de radiation. Il s'agit d'électrons et de protons accélérés, qui se déplacent à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. Grâce au champ magnétique de la Terre, les tempêtes de radiation ne nuisent pas trop à notre planète. Elles représentent toutefois un danger pour les astronautes et les satellites. Ces particules peuvent pénétrer dans les tissus humains et entraîner de graves problèmes de santé. Mais seulement si vous êtes dans l'espace ou si vous pilotez un avion dans la haute atmosphère.